Un groupe de personnes brillantes fixe le ciel en attendant des vaisseaux extraterrestres. Ils ont tout sacrifié pour ce moment. Carrière, argent, famille. Les vaisseaux ne viennent pas. Leur réaction va changer notre compréhension de la psychologie humaine pour toujours. Chicago, décembre 1954. Il est minuit moins 5. Dans une banale maison de banlieue, un groupe de personnes fixe le ciel avec une conviction absolue. Des vaisseaux extraterrestres viendront les sauver avant minuit. Ce ne sont pas des marginaux. Parmi eux, des médecins, des professeurs d'université, des étudiants brillants. Des gens qui ont abandonné leur carrière pour ce moment. Dorothy Martin, une veuve de 54 ans au regard perçant, affirme recevoir des messages d'êtres de la planète Clarion par écriture automatique. Sa main trace des mots qu'elle dit ne pas contrôler. Les océans submergeront les continents. Un cataclysme sans précédent détruira votre civilisation avant l'aube du 21 décembre. La prophétie est précise. À minuit exact, des soucoupes volantes viendront sauver uniquement les élus. Ceux qui croient suffisamment au message. Ce qui rend cette histoire extraordinaire, ce n'est pas la prédiction. C'est ce qui va se produire quand cette prophétie rencontrera la réalité. Plus fascinant encore, ce groupe est secrètement observé par Leon Festinger, un jeune psychologue et son équipe. Ils se sont infiltrés parmi les fidèles. Festinger veut répondre à une question simple. Que font les gens quand le monde refuse de se conformer à leurs convictions les plus chères? Le docteur Robert Eastman, respecté dans sa communauté depuis 20 ans, a tout liquidé. Sa maison victorienne vendue en urgence. Son cabinet médical fermé du jour au lendemain. Ses patients abandonnés sans explication. Tout ça pour un voyage vers les étoiles. Susan Miller, major de promotion à Harvard, a déchiré sa lettre d'acceptation pour un doctorat au MIT. Sous les yeux horrifiés de ses parents, elle a brûlé ses diplômes dans le jardin familial. L'éducation terrestre ne servira plus à rien, leur a-t-elle dit calmement. Thomas Hofer, promis à la chaire de sociologie la plus prestigieuse du pays, a envoyé sa démission par télégramme. Un seul mot. Révélation. Ses collègues pensent qu'il a fait une dépression nerveuse. Chacun de ses choix avait créé des ponts brûlés. Des décisions irréversibles qui rendèrent le retour à leur vie antérieure pratiquement impossible. Dorothy Martin dirigeait le groupe avec une autorité tranquille. Son canal privilégié avec les êtres de Clarion lui donnait cette légitimité. Au fil des semaines, les membres développèrent des rituels spécifiques. Élimination des objets métalliques pouvant interférer avec le transport moléculaire. Un langage particulier émergea. Les extraterrestres étaient appelés les gardiens, les non-croyants, les endormis. Le 20 décembre, la veille du jour fatidique, les fidèles se rassemblèrent chez Dorothy dans un rituel méticuleux. Ils avaient reçu l'instruction d'éliminer absolument tout métal sur eux, fermetures éclairs arrachées des vêtements, plombage dentaire retiré chez le dentiste, bijoux de mariage abandonnés. Certains portèrent des robes de fortune cousues sans un seul fil métallique. D'autres marchaient à pieds nus, leurs chaussures à boucles bannies. L'appartement ressemblait à un hôpital psychiatrique où des patients auraient organisé leur propre thérapie. Certains avaient apporté de petits objets personnels qu'ils espéraient emporter sur la nouvelle planète. Des photos de famille, un livre précieux, un souvenir d'enfance. D'autres avaient écrit des lettres d'adieu à leurs proches non-croyants. Mélange poignant de regrets et d'acceptation. À 23h30, le silence tomba sur le groupe. Les visages étaient tendus mais confiants. Chacun était prêt pour le moment de transformation cosmique promis. Les observateurs cachés de l'équipe de Festinger notaient discrètement les signes physiques de tension. Respiration accélérée, regard fréquent vers l'horloge, mains crispées. Minuit approchait. Le docteur Eastman vérifiait sa montre toutes les minutes. Dorothy semblait entrer dans une légère transe d'attente. Minuit sonna. Le temps s'arrêta dans une suspension collective du souffle. 15 pères dieux fixèrent le ciel de Chicago, 15 cœurs battaient à l'unisson dans l'attente du miracle. Puis, rien. Le silence de l'hiver, pas même le bruit d'un avion. 0h10. Les sourires commencent à se figer comme des masques de cire. 0h30. Susan Miller se mord la lèvre jusqu'au sang. 1h du matin. Le docteur Eastman consulte sa montre compulsivement, comme si elle pouvait mentir. 2h. Dorothy Martin s'effondre. Elle hurle, se frappe la tête contre le mur, ses ongles griffent son visage.
J'ai échoué. J'ai condamné l'humanité. Elle sanglote des mots incohérents, bave de désespoir, se transforme en animal blessé sous les yeux terrifiés de ses disciples. Le docteur Eastman vomit dans un coin. 20 ans de carrière médicale pour ça. Susan Miller déchire sa robe improvisée, révélant sa poitrine nue dans un geste de pure désolation. Thomas Hofer frappe le mur de ses poings jusqu'à les ensanglanter. 4 heures du matin. L'appartement empeste la sueur, les larmes et la folie. C'est un asile d'aliénés où 15 personnes intelligentes contemplent l'effondrement de leur univers mental. C'est alors que se produit l'impensable. Le moment qui va stupéfier les psychologues et révolutionner notre compréhension de l'esprit humain. 4h45. Dorothy Martin, le visage encore tuméfié par ses coups, se redresse comme ressuscitée. Ses yeux brillent d'une lueur nouvelle, presque mystique. Ses mains tremblent d'excitation. « Un stylo! Vite !» hurle-t-elle. Sa main court sur le papier avec une frénésie de possédé. Les mots s'écrivent à tout seuls. Sa calligraphie change, devient plus fluide, plus élégante. « Mes bien-aimés élus !» lit-elle d'une voix transformée. « Votre foi extraordinaire cette nuit a littéralement sauvé la terre entière. Grâce à votre dévotion pure, nous avons annulé l'apocalypse. L'humanité vous doit la vie. » Le silence qui suit n'est plus celui du désespoir. C'est celui de la révélation. Susan Miller cesse de sangloter. Le docteur Eastman relève la tête. Thomas Hofer arrête de frapper le mur, et soudain, l'explosion. « C'est un miracle !» hurle Susan en tombant à genoux. « Nous avons sauvé le monde !» rugit le docteur Eastman, ses larmes de désespoir devenant larmes de joie. « Je le savais. Je le savais !» scande Thomas en dansant comme un fou. En 10 minutes, l'asile d'aliénés se transforme en temple de célébration. Les mêmes personnes qui vomissèrent de désespoir embrassent maintenant Dorothy en la vénérant comme une sainte. « C'est miraculeux !» s'exclama l'un. « Nous avons sauvé le monde !» renchérit un autre. Le message était là depuis le début. Nous ne l'avions pas compris correctement, théorisa un troisième. Le docteur Eastman déclara avec une conviction renouvelée: « C'est la preuve de la puissance de notre foi. Les gardiens ont testé notre dévotion, et nous avons réussi l'épreuve. » Susan Miller renchérit: « Notre sacrifice a un sens encore plus grand maintenant. Nous n'avons pas été sauvés personnellement, mais nous avons sauvé l'humanité entière. » La réinterprétation collective de l'échec en victoire cachée était sidérante. Au lieu d'admettre l'erreur, le groupe avait instantanément reformulé la situation pour préserver la cohérence de leur système de croyance. Dans les heures suivantes, le groupe qui avait jusque-là soigneusement évité toute publicité adopta une attitude radicalement différente. Ils contactèrent frénétiquement la presse. « Nous devons annoncer au monde entier que nous l'avons sauvé », insistait Thomas Hofer. Ce comportement paradoxal, minutieusement documenté par Festinger et son équipe, conduisit à l'une des découvertes les plus importantes en psychologie sociale du XXe siècle, la théorie de la dissonance cognitive. Quand une personne est profondément investie dans une croyance, expliqua Festinger, quand elle a pris des décisions irréversibles basées sur cette croyance, la preuve contraire ne conduit pas nécessairement à l'abandon de cette croyance. Au contraire, elle peut mener à un renforcement encore plus grand de la conviction, accompagné d'un désir urgent de convaincre d'autres personnes. Plus la preuve contraire est écrasante, plus la réaction peut être irrationnelle et extrême pour protéger la croyance menacée. Festinger nomma ce phénomène « dissonance cognitive », l'inconfort mental qui survient lorsque nous tenons simultanément des croyances contradictoires. Notre esprit cherche naturellement à réduire cette dissonance, cet inconfort psychologique qui nous déstabilise profondément. Idéalement, nous devrions ajuster nos croyances pour qu'elles correspondent à la réalité. Mais quand l'investissement dans une croyance est trop important, nous faisons souvent l'inverse. Nous déformons notre perception de la réalité. Les adeptes de Dorothy Martin ne pouvaient pas admettre avoir ruiné leur vie pour une illusion. Leur esprit a donc trouvé une solution créative, réinterpréter l'échec comme un succès caché. Cette stratégie psychologique permet de transformer une expérience de dissonance insupportable en une confirmation miraculeuse. Aujourd'hui, ce mécanisme explique bien des comportements qui nous semblent irrationnels. L'investisseur qui continue à mettre de l'argent dans un projet visiblement voué à l'échec. Plus il a investi, plus il devient difficile d'admettre l'erreur.
Le croyant en théorie du complot qui réinterprète chaque preuve contraire comme faisant partie du complot. Le fumeur qui minimise les risques pour sa santé tout en continuant à fumer. Nous avons tous nos planètes Clarion, ces croyances auxquelles nous nous accrochons malgré les preuves contraires. Léon Festinger, en infiltrant ce groupe pour observer leur réaction à l'échec de leur prophétie, a découvert quelque chose d'aussi précieux qu'une révélation cosmique. Il a mis en lumière un mécanisme psychologique fondamental qui explique pourquoi les êtres humains peuvent s'accrocher si férocement à des croyances démenties par la réalité. Le besoin de cohérence cognitive est si puissant qu'il peut nous amener à distordre notre perception de la réalité, plutôt que d'admettre que nous nous sommes trompés. À l'ère des réseaux sociaux et des chambres d'écho informationnelles, la dissonance cognitive prend une dimension nouvelle et préoccupante. Les algorithmes des plateformes, en nous exposant principalement à des informations qui confirment nos croyances existantes, créent un environnement idéal pour renforcer la dissonance cognitive. Nous construisons involontairement nos propres sectes virtuelles, où, comme les fidèles dans la maison de Dorothy Martin, nous pouvons collectivement réinterpréter la réalité. Reconnaître notre vulnérabilité à la dissonance cognitive n'est pas admettre une faiblesse. C'est le premier pas vers une pensée véritablement critique et une meilleure prise de décision. Des techniques existent pour combattre ce biais cognitif. Comme se demander régulièrement « Comment saurais-je si je me trompe ?» ou s'exposer délibérément à des points de vue contradictoires. Une autre approche consiste à séparer notre identité de nos croyances pour que remettre en question ces dernières ne menace pas notre sens fondamental de qui nous sommes. Le véritable enseignement de l'histoire de Dorothy Martin n'est pas que certaines personnes sont irrationnelles et d'autres parfaitement objectives, c'est que nous sommes tous susceptibles de déformer la réalité face à des informations menaçantes. La question n'est pas de savoir si nous sommes sujets à la dissonance cognitive, mais dans quel domaine de notre vie elle opère actuellement à notre insu. Quelles sont nos propres planètes Clarion? Ces croyances auxquelles nous nous accrochons malgré les preuves contraires, ces investissements émotionnels que nous refusons de réévaluer? La vérité inconfortable est que nous avons tous nos angles morts cognitifs, nos domaines où nous préférons la cohérence rassurante à la précision déstabilisante. Et c'est précisément cette conscience de notre propre faillibilité qui peut nous servir de boussole intellectuelle. Douter de nos certitudes est paradoxalement le chemin le plus sûr vers une compréhension plus fidèle de la réalité. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, lien dans la description, dans les commentaires et dans la bio.